Ravi ravi d'avoir ce temps d'échange ce matin sur les sujets de formation, de masse, les dernières évolutions, ce qui se passe, les questions peut-être que vous avez. Je vois qu'on a un peu des nouveaux participants et des habitués ce matin. Donc, je rappelle le principe, hein, c'est une discussion ouverte sur les thèmes qu'on souhaite amener en fonction, c'est vraiment des participants qui font ce temps d'échange. D'habitude, il y a toujours un lien avec les masses et les standards au sens large du terme, ce qui laisse quand même pas mal de possibilités. Et donc, on est sur, voilà, sur des échanges d'expériences, des questionnements qu'on peut avoir par rapport à l'actualité de nos sujets, avec l'idée que quand on prend la parole, évidemment, on peut se présenter, dire qui on est, et puis voilà, avoir des échanges à bâton rompu. Je vais peut-être vous laisser tout simplement démarrer, peut-être l'un ou l'autre d'entre vous est venu ce matin avec une idée derrière la tête, un sujet que vous aviez envie d'aborder. On en a aussi quelques-uns en stock qu'on peut vous proposer, mais je vais peut-être vous laisser un petit peu la parole, notamment aux habitudes. Je sais pas si quelqu'un est arrivé ce matin avec un sujet en tête ou si plutôt dans une optique de se dire tiens, qu'est-ce qui va se passer ce matin. Au regard des participants, je me dis on peut peut-être lancer un sujet autour de la question du masse et de la bioéthique, mais de manière. Alors, c'est un sujet sur lequel on va revenir de manière plus détaillée hein, dans un prochain rendez-vous au début décembre. En revanche, peut-être que là, on a actuellement un hackathon organisé par l'Agence d'innovation dans les transports sur des thématiques de billets uniques et donc indirectement voilà, de billets, de billettique et de masse. Donc, si l'un ou l'autre est intéressé voilà, de partager des questionnements là-dessus, l'expérience de comment euh, vous voyez la billettique dans les 2-3 prochaines années. Moi, j'ai un sujet qui ressort aussi d'échanges qu'on a actuellement avec différentes AOM, qui est vraiment cette question de comment va se passer de manière concrète l'accès au transport public dans des masses publiques ou privées. C'est-à-dire finalement euh, comment on va mettre en œuvre la loi LOM sur ce volet-là. C'est un volet qui, d'un point de vue réglementaire et théorique, est assez cadré maintenant, assez clair. Mais j'ai l'impression que dans la pratique, la compréhension des uns et des autres et les roadmaps ne sont pas forcément extrêmement clairs. Donc, moi, je serais assez intéressé de vous faire réagir sur ce sujet-là, parce que je vois qu'il y a des personnes qui connaissent bien ces sujets ce matin. Sur est-ce que pour vous, ça va vraiment se faire à court terme, c'est-à-dire dans les 2 prochaines années, est-ce qu'on va, on va dire, une application de masse privée ou publique pourra facilement euh, vendre des titres unitaires ou d'autres titres de transport dans des conditions, enfin dans la vraie vie, hein, en ayant géré les problèmes techniques contractuels. Est-ce que ça vous semble limité à certains acteurs? Enfin voilà, comment vous voyez les choses sur le sujet et dans la pratique, c'est un sujet qui, moi, en tout cas, m'intéresserait. Sinon, on peut aussi faire un petit tour de table. Bon, il faut qu'il y en ait un qui se lance, donc je me lance. Merci Nicolas. Oui, j'ai senti un grand moment de flottement et de malaise. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, Nicolas Madinier, Grand Poitiers. Effectivement, nous, on n'a pas encore de stratégie ou d'idée bien définie sur la problématique des masses privées au sens de l'article 28, c'est bien ça. Et puis, ce qu'on pourrait faire au sein d'un masse public. Je pense que pour s'emparer de cette question, il faut que chaque AO au sein du groupement ou du masse dans lequel elle est intégrée ait cette réflexion stratégique en termes tarifaires. C'est-à-dire, on en avait discuté la dernière fois, quelle stratégie
en termes de canaux de distribution, elle souhaite mettre en place de manière cohérente pour répondre à un besoin local, aux attentes locales. Qu'est-ce qu'elle souhaite déployer en termes de tarification? Je pense que ça passe par une réflexion à l'échelle de plusieurs unités territoriales. L'unité de bassins de mobilité locaux, l'unité régionale. Voilà, c'est compliqué parce que il faut mettre en place cette cohérence et pas avoir une stratégie qui entraîne une sorte on va dire de cannibalisme entre un moyen de distribution et un autre. Voilà, quelles sont les premières réflexions. Je ne sais pas s'il y en a qui veulent rebondir sur ça, mais peut-être dévoué et d'avoir partagé ce point. En fait, c'est ce que tu viens de dire. Hein, pour moi, ça rejoint la raison pour laquelle je posais la question. Hein, c'est vraiment parce que je me rends compte j'ai l'impression, en tout cas, le sentiment qu'il y a un décalage entre un cadre qui a été posé, qui d'ailleurs a fait beaucoup débat à l'époque où il a été défini dans le cadre de la loi de l'homme, hein, et justement une réalité de terrain où quelque part tout le monde, beaucoup d'acteurs pensant à se poser effectivement des questions de ce qu'on doit le faire, sous quelle forme, avec quelle stratégie, comme tu le dis, quelle cohérence et tout ça. Et du coup, j'ai l'impression qu'il y a un décalage entre les attentes qui ont été d'un point de vue réglementaire, mais qui sont aussi du coup les attentes d'un certain nombre d'acteurs sur le marché. Et effectivement, ce qui est vécu sur les territoires, je ne sais pas si toute personne peut réagir aussi, Grid, si peut-être, comme à l'UTP, vous avez aussi mené des travaux sur la partie contractualisation, qui inclut beaucoup d'acteurs, je crois, avec des contrats types. Est-ce que tu as des réflexions, des retours terrain aussi sur ce thème-là? Moi, ce que je pourrais dire là-dessus, c'est qu'on n'a pas trop de vision de mise en œuvre de l'article 28, en fait. Donc, est-ce que les projets actuels qui sont mis en œuvre sur les territoires, à mon sens, enfin, de ce que j'en sais, n'ont pas nécessité le cadre de l'article 28, puisque c'était là-haut qui se rapproche de toutes les parties prenantes, et puis voilà, qui lance des appels d'offres, et puis qui fait sa vie sans avoir besoin de l'article 28. Parce que l'article 28, au contraire, ça permettait à des tiers d'avoir accès notamment à la billettique publique sans barrière, quoi. Donc, dans cet autre sens, je n'ai pas connaissance de projet. Je sais qu'il y a 2-3 entreprises qui ont sollicité au titre de l'article 28, mais je ne sais pas trop ce que ça a donné derrière. Et en fait, pour tout vous dire, donc nous, avec l'UTP, on a fait une réunion il n'y a pas très longtemps avec le régulateur, l'ART, qui est venu nous présenter son état des lieux d'ouverture des données. Donc, c'est un exercice qu'il va faire avec les producteurs de données publiques. Donc, nous, l'UTP, il va aller voir le GART, et puis Région de France pour les AO régionales, typiquement les AO régionales, pardon. Et on a surtout parlé de l'article 25, parce qu'il nous a parlé de ses priorités de contrôle, etc. Mais on a aussi parlé de l'article 28 pour partager justement nos perplexités. Et ART ne sait pas du tout non plus comment évaluer cet article et comment se positionner face à d'éventuels contentieux. D'autant que pour l'ART, en plus, il y a une difficulté parce que cet article, en fait, il est un peu en point de jonction de plusieurs réglementations. Il y a le droit de la concurrence, il y a le droit des marchés publics, etc. Donc, ils sont un peu précautionneux. Et en plus, en 2023, on va avoir la réglementation européenne là-dessus. Donc, pour l'instant, ils sont un peu en phase justement d'essayer de comprendre déjà ce qui se passe. Et donc, ils préparent un sondage, en fait, qui va certainement arriver chez beaucoup d'entre vous. Ils préparent un sondage pour savoir justement est-ce que cet article a été déclenché, on va dire, et si oui, dans quel cadre, comment, enfin voilà, en gros, qu'est-ce que ça a permis de faire qui n'aurait pas pu avoir lieu sans, voilà, pour évaluer ça. Voilà, donc pas beaucoup d'éléments concrets, hein. Désolée. C'est hyper intéressant, en tout cas les points là que tu partages, ce n'était pas connu de tout le monde et en tout cas pas de moi. Et je pense qu'il y a effectivement un sujet de quelle va être la position du point de vue réglementaire et de la mise en œuvre de ça. Et tu évoquais le sujet européen et je pense qu'il est important aussi puisque moi j'ai constaté que dans beaucoup de débats européens, d'experts qui préparent la position de DG Move, le cadre français est souvent cité en exemple ou en tout cas comme étant une chose existante et qui peut être un modèle potentiel
pour l'approche européenne. Euh, et je me demande jusqu'à quel point a été pris en compte le fait qu'on a certains cadres en France, mais qu'aujourd'hui, il n'est pas opérant, pour de bonnes ou de mauvaises raisons, peu importe, mais qu'il n'est pas encore appliqué. Donc, on n'en a pas forcément un vrai retour d'expérience, à part celui que tu fais, qui consiste à dire, pour l'instant, on se pose des questions sur est-ce qu'on sera capable de l'appliquer. Donc, je ne sais pas jusqu'à quel point le cadre européen va reprendre, on va dire, les principes de l'article 28 là-dessus. Mais s'il les reprend alors qu'on n'a pas de retour d'expérience en France, ça peut aussi poser question. Bah écoute, Ghislain, ça me fait plaisir d'entendre ça parce que moi, chaque fois que la DGTM nous consulte pour ces trucs-là, je dis attention à ne pas survendre quelque chose qu'on n'a pas évalué, quoi. Donc, faut rester. Je Ouais. pense que l'argument principal du point de vue du ministère, c'est plus défensif, à savoir, on a déjà un truc, on ne sait pas trop comment s'en débrouiller, n'ayons pas un truc en plus. Mais de là à aller le survendre comme un modèle bien auprès de d'autres pays qui, enfin, Mais je ne sais même pas si c'est la DGTM ou qui que ce soit en France qui le survend. Enfin, peut-être que les uns et les autres en parlent, mais en fait, j'ai remarqué aussi que les autres personnes en Europe savent qu'il y a la loi L'Homme en France qui a ce sujet-là et le citent souvent. Et c'est plutôt, je veux dire, des confrères et consoeurs européens qui citent, bah oui, vous avez la loi L'Homme là-dessus, ça a été présenté comme ça. Enfin, je ne sais pas si c'est forcément un prosélytisme acharné Non, mais côté pas français, acharné, mais un mais petit peu quand même, parce que nous c'est une ouais. petite fille, j'ai un petit côté marketing, quoi. La France a Oui, dit oui, on va peut-être. avancer Oui, là-dessus. on est content, on a la Alors, Wallonne, si, ouais, certainement que voilà. de manière générale, Mm, on le promeut, certainement. ouais. Et puis, on a probablement peut-être intérêt à promouvoir, comme tu dis, le fait de ne pas forcément changer la direction qu'on a prise parce qu'on a déjà assez de problèmes comme ça. Et que Après, ça sur nous arrange MDMS, si. pour vous Ouais. dévoiler un scoop, je ne sais pas s'il y a des gens ici qui étaient à la réunion de lundi Moi, j'ai avec manqué la dernière. non, bah, bref, non, je ne sais plus quelle réunion, parce qu'en fait, on a tous beaucoup de réunions. Bref, tant pis si c'est une redite, mais a priori, ce truc européen, là, donc déjà, la DG Move, ils pédalent dans la semoule parce qu'en fait, ils n'arrivent pas à prendre quelque chose. Je pense qu'ils avaient voulu faire un truc tellement, avec un scope tellement large qu'ils ont du mal maintenant à s'en dépatouiller. Mais a priori, ils vont sans doute se restreindre à la longue distance. Voilà. Ah oui, d'accord. Ouais, ce qui est Ouais. radicalement, Ouais. ce qui est Parce que radical comme choix. l'homme, c'est vraiment les mobilités du quotidien, quoi. Tout à fait. Donc, eux, ce serait plus des trucs sur la longue distance ferroviaire. Pour le ferroviaire, la LOM, ça concerne que les TER, à Ouais. l'article 28. Donc, il serait plus longue distance. Enfin, c'est pas encore sûr, hein, mais ça commence à se probabiliser, quoi. Ouais, c'est vrai qu'au départ, ils sont Ferroviaire, arrivés avec une aérien, approche qui couvrait tout, quoi, mais en même temps, les gens pointaient le fait que malgré tout, il y a quand même des différences, pas toujours dans l'expérience, mais en tout cas voilà, dans l'organisation de tout ça. Et en plus, moi, mon sentiment, c'est que sur les courtes distances, que ce soit en France ou ailleurs en Europe, finalement, déjà, la mise en œuvre du cadre existant, elle n'est pas complète, et que l'étape suivante, ils avaient du mal à la définir. D'ailleurs, il ouais, restait beaucoup sur le sujet des données, etc. Alors que quand on parle d'intégration pour aller plus loin dans le mass, on n'est pas que sur des données, on est sur des logiques de transaction, enfin des choses qui sont aussi décrites dans la loi L'Homme, mais qu'en fait, j'ai l'impression, je pense pas que tous les pays européens en soient là du tout, ouais. y compris la France qui, nous, on a posé un cadre, mais on l'a pas encore appliqué, et donc d'autres Mm, pays n'ont pas forcément posé le même cadre, mais donc, enfin, il y avait un décalage peut-être de priorité, quoi. mm. Est-ce qu'il y a d'autres réactions sur ce sujet-là, d'autres expériences? Je vois on a quelqu'un de conjointe. Je ne sais pas si vous avez des idées sur notre technologie dans votre pratique, avec les projets sur lesquels vous travaillez, l'approche que vous avez, vous, de manière générale là-dessus. Est-ce qu'on est prêt technologiquement à faire les choses? Est-ce que c'est uniquement un problème contractuel et stratégique? Quels sont les freins aussi, les verrous un peu technologiques en la matière? Parce je crois qu'on n'a pas encore non plus vraiment de standards techniques validés sur cette partie-là, transport public. Je ne sais pas si les uns ont des idées. Est-ce que certains ont prévu de participer du coup au hackathon qui va être organisé début février? Je ne sais pas si vous avez tous eu des infos là-dessus, les communications que démarre tout juste. Je ne sais pas si vous voulez qu'on parle de ce sujet-là, de quels sont les objectifs poursuivis, qui peuvent y participer, est-ce que c'est un sujet qui vous intéresse?
Nous, côté UTP, on a prévu de participer. Je vais faire un. Enfin, on ne sait pas trop, hein. Enfin, on a eu des informations de Mélanie sur. Enfin, je pense qu'elle les a envoyées à tout le monde un peu sur ce qu'elle prévoit de faire. Elle fait des équipes mixtes avec des gens des AO, des gens plus des opérateurs, même des étudiants, etc. Enfin, elle fait des équipes mixtes et puis l'idée c'est de réfléchir sur à la fin en gros tous les obstacles, enfin, pas mal avec l'angle du billet unique parce que c'est ce qui intéresse particulièrement le ministre. Là, donc bon, faut que tout le monde suive, hein. Mais bref, mais l'idée c'est pas que les trucs techniques, c'est aussi des réflexions sur la gouvernance, etc. Donc, je sais pas, franchement, moi, je suis un petit peu sceptique sur qu'est-ce qu'on peut arriver à vraiment faire avancer en 2 jours. Mais d'un autre côté, je trouve quand même que le concept d'essayer de faire des réflexions communes et tout, il est bien. Et après, je vous ai peut-être déjà au courant, mais en fait, ils ont lancé des études au niveau des GITM, hein, sur un état des lieux biétiques et puis sur un peu comment dire, une espèce d'évaluation bénéfice-risque voilà, en gros, si c'était dans différents scénarios, qu'est-ce qui a le plus de chances de bouger des comportements ou pas. Donc, il y aura quand même des données d'entrée à cet exercice. Ce sera pas, voilà, il y aura quand même une matière Absolument. pour avancer, quoi. Tout à fait. Donc, Tout à fait. Non, ouais. c'est un très bon résumé que tu fais. En fait, ce qu'il faut distinguer dans l'approche, c'est une approche de moyen long terme avec des groupes de travail qui existent déjà ou qui peuvent évoluer et qui sont alimentés justement par des études et qui visent voilà, à déployer le cadre dans le moyen long terme. De cette approche qui finalement a pour moi deux objectifs. D'abord, le principe d'un hackathon, c'est de replacer le sujet un peu différemment en repartant justement de l'expérience des usagers notamment, mais aussi des autres acteurs concernés. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on vit dans le système, donc pas partir des problématiques organisationnelles des uns et des autres ou des problématiques techniques, mais repartir de qu'est-ce qu'on cherche à faire et pour qui, et donc d'avoir une approche empathique autour de ça. Ça, c'est le principe même d'un hackathon et qui se distingue, on va dire, d'un groupe de travail technique habituel. Et du coup, dans le hackathon, il y a finalement deux objectifs. Le premier, c'est d'explorer ce qui peut être fait aussi dans le court terme. Le court terme, c'est typiquement 2 ans. C'est-à-dire, en l'état actuel, où évidemment, il n'y aura pas de grand soir ni technique, ni dans l'organisation, ni dans la gouvernance des mobilités en France. Mais donc, dans la situation actuelle, qu'est-ce qui peut être fait d'opérationnalisable à horizon 2 ans s'il y a des décisions et des moyens qui sont mis et que les gens sont d'accord pour aller de l'avant. Puisqu'après tout, que ce soit le ticket à 9 euros, d'autres exemples qui sont pris, ont été faits avec le cadre tel qu'il a été. Il n'y a pas eu un chamboulement de l'écosystème en Autriche, en Allemagne ou dans d'autres pays. Ça, c'est le premier aspect que je pense qui cherche à être exploré dans le hackathon. C'est voilà, on parle avec la situation actuelle telle qu'elle est et avec une logique d'empathie par rapport à l'utilisateur, qu'est-ce qu'on peut faire versus ce qu'on ne peut pas faire de concret et opérationnalisable. Et puis le deuxième aspect qui, du coup, n'exclut pas l'idée logique de plus long terme, c'est de se dire, est-ce qu'on peut apporter un regard différent sur le sujet, notamment parce que il y a beaucoup d'acteurs qui travaillent sur ce thème-là depuis 10 ans, 15 ans. Est-ce qu'on peut tous collectivement faire un pas de côté et lever un peu le nez du guidon et se dire, mais qu'est-ce qui pourrait être fait, qu'est-ce qui pourrait être souhaitable, même si ça prend peut-être 5 ans pour le faire ou 10 ans pour vraiment être entièrement mis en œuvre, mais est-ce qu'on peut envisager des approches différentes et qui là s'autorisent à faire bouger les questions de gouvernance, à faire bouger les questions technologiques, parce que justement on se donne le temps nécessaire, mais surtout on se donne le temps éventuellement pour choisir éventuellement des chemins qu'aujourd'hui on n'avait pas explorés ou qu'on n'avait pas regardés, qui eux pourront être approfondis par des expérimentations, par des groupes de travail technique dans un second temps. Et à ce moment-là, le hackathon a plus pour objectif d'amener de l'eau au moulin de la réflexion avec des nouveaux regards et en croisant des regards, on va dire, de gens qui sont experts, qui ont une vraie pratique du sujet parce qu'on ne veut pas des choses hors sol, mais aussi des regards de professionnels ou de sociétés civiles qui ne sont pas des experts par exemple, des sujets politiques, mais par contre vont amener d'autres choses dans le travail de réflexion. Donc, c'est un peu ça la ligne de crête, ce qui n'est pas facile dans un hackathon d'ailleurs, parce que ça peut être déceptif, mais c'est la ligne de crête qu'on poursuit avec l'AIT et qu'on cherche à mettre en œuvre, et du coup avec une mixité des équipes aussi, pour essayer de remplir un peu ces deux objectifs en 2 jours seulement, effectivement, mais plutôt pour ouvrir justement d'autres travaux derrière ou alimenter des travaux qui existent déjà et qui ont vocation à se poursuivre.
Dans la continuité de ce que tu dis, si on veut tendre vers une harmonisation billettique, parce que c'est un petit peu ça le sujet du hackathon, hein, avec le billet unique, universel. Je pense qu'effectivement, il y a 3 étapes, hein, enfin 3 étapes, 3 niveaux, hein. Il y a un niveau industriel, et je pense que c'est vraiment des questions d'ordre d'interopérabilité des systèmes. Il y a un côté qui est lié aux standards, les standards billettiques dont on a parlé à plusieurs reprises, que ça soit sur en CBT, en ABT, bref. Et puis, il y a un aspect qui est pas des plus simples, qui est une harmonisation tarifaire sur un aspect politique. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que autant on a DAO, autant on a des spécificités en termes de grille tarifaire, et que en passant d'un territoire à un autre, on peut avoir des variations et des subtilités. Donc sur des tarifs de base, je pense qu'il va falloir qu'il y ait des discussions peut-être politiques sur une harmonisation d'un territoire à un autre. Donc effectivement, j'espère que ce hackathon il va permettre de réfléchir sur ces 3 axes, hein. Interopérabilité, aspect industriel, question des standards, et puis question de tout ce qui est politique, harmonisation tarifaire au niveau politique. Alors, on retrouve globalement ces axes-là de travail avec peut-être le bémol qui est justement de se dire, enfin, la problématique que tu décris, elle est tout à fait réelle et c'est la manière dont elle est traitée actuellement. Le, Par contre, la difficulté actuelle, c'est justement qu'aujourd'hui, on s'autorise que de la continuité sur ces différents sujets, quoi. C'est-à-dire, aujourd'hui, par exemple, là, ce que tu évoques, c'est potentiellement de se dire, ah bah tiens, il faut faire converger la tarification. Mais peut-être qu'en fait, c'est juste pas la bonne approche. Parce que peut-être c'est juste pas possible de faire converger la tarification. Alors peut-être c'est possible à l'échelle régionale et c'est le boulot des régions et c'est le choix des régions et c'est l'autonomie des régions C'est ça. et des acteurs locaux. Mais limite, ça, c'est pas un problème national parce que même de par le cadre législatif, c'est pas à l'État de décider ce genre de choses. Et c'est peut-être pas faisable à l'échelle du coup national pour cette raison. Ce qui ne veut pas dire qu'on peut rien faire peut-être. Peut-être qu'on peut faire d'autres choses qu'une convergence tarifaire. Et donc c'est vraiment l'idée d'ouvrir ça en disant Heu, déjà à court terme, tu peux rien faire converger. Ça, je pense que tout le monde va être d'accord parce que quand on va à l'échelle régionale, tout le monde nous dit: «Bah, ça nous prend 10 ans», et cetera. Donc je pense pas que personne peut dire: «On va faire un projet de convergence, en tout cas sous cette forme-là à l'échelle nationale en 2 ans». Ça n'a aucun enfin, a priori, ça paraît pas possible. Par contre, on va peut-être faire d'autres choses. Mais c'est quoi ces autres choses? Et c'est ça qu'on cherche, à explorer et autre chose qui soit quand même utile pour les gens. Heu Parce que je pense que ce qui motive même la réflexion, c'est qu'au fond, je dis assez souvent que dans le billet à 9 €, le sujet, c'est pas une pseudo-gratuité, en fait, je pense. C'est pas l'aspect plus intéressant, je trouve, à mes yeux, mais c'est sûrement intéressant pour l'usager. C'est surtout que c'était quelque chose de lisible, clair et compréhensible. Et à la limite que ce soit 9 €, que ce soit pas 9 €, que ce soit plus cher, enfin, le modèle économique, c'est autre chose, mais globalement, tout le monde en Allemagne et une bonne partie de l'Europe a compris de quoi y retourner. Alors que personne ne comprend comment on se déplace à Paris avec un ticket de bus. J'aime bien aussi prendre ce contre-exemple. Donc, et ça, cette clarté-là, cette simplicité, c'est un aspect qui est frappant du point de vue usager. Après, la manière dont on le fait, la plupart des gens ne savent même pas comment c'est fait, tu vois. Mais par contre, tout le monde a compris de quoi y retourner. Et c'est typiquement pour moi un des sujets qu'on a, mais en tout cas qui peut alimenter le hackathon, c'est finalement un sujet national, ça peut être justement ça. Est-ce qu'à un moment donné, Heu, si on veut avoir un dispositif national de court terme, qu'est-ce qui peut être fait? Et ça passera probablement pas par, l'espèce de grande convergence, à court terme en tout cas, la grande convergence technique, tarifaire, de gouvernance de tout le monde. Enfin, ça peut être un objectif de long terme, et qui est travaillé, mais dans le court terme, c'est pas ça qui peut être envisagé, ça paraît pas réaliste. Ce qui veut pas dire non plus qu'il est impossible de faire quoi que ce soit. En partant du cas d'existence. Donc c'est un peu ça je pense l'approche qui sera pas mal mis en avant dans le hackathon, quoi.
être réaliste dans le sens, il ne s'agit pas de dire bah, on va juste tout casser et puis on va faire comme si qu'il n'y avait rien en France en matière de mobilité, on va partir d'une feuille blanche, parce que ça ne marche pas. Enfin, on n'en ferait rien derrière. Mais en partant de l'existant, qu'est-ce qu'il est possible de faire qui peut-être suit des logiques un peu différentes de ce qu'on fait aujourd'hui, en étant centré sur ce qu'on cherche à faire pour les gens. Pour les gens ou pour différents acteurs d'ailleurs, qu'est-ce qu'on fait pour les collectivités, qu'est-ce qu'on fait pour les entreprises ou pour d'autres parties prenantes importantes du sujet, quoi. On pourrait l'ouvrir sous l'angle des entreprises, par exemple. Les entreprises payent 30 ou 30% à peu près des budgets de mobilité, et même un peu plus si on considère qu'elles payent aussi les abonnements de leurs employés avec la version mobilité. Donc, par exemple, quelque part, elles ont souvent des attentes en tant que bah, je suis employeur, je paye une taxe sur la version mobilité. Euh, qu'est-ce que j'ai en retour et qu'est-ce qu'on peut leur proposer en retour sous l'angle de cette expérience de, j'allais dire, biéthique qu'ont leurs propres employés. Mais il y a peut-être des choses à imaginer autour de ça. Qui ont du sens en termes d'outillage, de choses qui vont être créées. Enfin, ça pourrait être un champ en tout cas d'exploration et qui part d'une partie prenante particulière, quoi. Après, ce sera au choix des groupes de se concentrer sur tel ou tel aspect de la question, parce qu'aucun groupe ne va traiter de tous les aspects du sujet qui est très complexe. C'est important ce que tu dis sur le VM, puisque nous, on est en plein dedans. Sans trahir un secret, on va passer de VM de 1.8 à 2. Et donc, derrière, on s'organise très fortement avec des conseillers en mobilité pour, au sein des bassins d'emploi, d'être à l'écoute et de proposer les services de mobilité qui permettent de répondre aux attentes. Et effectivement, le MAS est un levier. La simplification de la mobilité à travers l'outil MAS est un levier. Mais effectivement, les territoires, les AO, très concrètement, cherchent à répondre aux interrogations potentielles sur sur l'augmentation d'un VM ou sur le poids d'un VM au sein des entreprises, quoi. En tout cas, peut-être, enfin, je ne sais pas s'il faut clore le sujet à Caton, mais en tout cas, pour terminer là-dessus, il y a une communication qui est déjà sortie, je crois, sur LinkedIn et qui va être Justin, élargie parle un peu plus fort, on t'entend mal. Il y a une communication qui est déjà sortie cette semaine de la part de l'AIT sur LinkedIn et qui va être amplifiée la semaine prochaine avec plus de détails et un site de préinscription. Donc, le principe, hein, c'est de pouvoir se préinscrire de manière individuelle. En renseignant quelques informations sur son profil. Donc, ce sera sur le site du forum AIT, les liens seront diffusés. Derrière nous, enfin côté AIT plutôt, il y a un travail de présélection qui vise aussi à avoir voilà, un équilibre dans les partitions, etc. Et donc une confirmation derrière d'inscription qui viendra assez rapidement. Des éléments de préparation sur le mois de janvier, avec l'idée qu'au total, il peut y avoir à peu près une cinquantaine de personnes, entre 50 et 60 personnes sur 9 équipes possibles. C'est à peu près le format qui est visé. Ça peut être un peu plus, un peu moins. Donc sur 2 jours. Et ce à quoi on travaille, c'est justement qu'il y a vraiment une diversité de participants, des participants qui viennent de collectivités, d'AOM, qui viennent d'industriels, qui viennent d'autres professionnels de la mobilité qui ne sont pas forcément des experts sur le sujet bioéthique, mais qui ont des choses aussi à apporter. Donc ce sera normalement assez varié. Et du coup, n'hésitez pas, même par email, si vous êtes intéressé à le signaler, soit à Mélanie côté AIT ou à nous en tant que co-organisateur. Et voilà. Puis il y aura de toute façon aussi un webinaire de présentation dédié. On donnera un peu plus d'informations début janvier. On va lancer les inscriptions. Là, il y a eu une communication qui était plus un save the date, donc c'est le 6-7 février 2023. Les inscriptions vont pouvoir commencer à partir de la semaine prochaine. Donc, on communiquera par les canaux habituels très prochainement. Est-ce qu'il y a un nouveau thème, j'ai un dernier thème, parce qu'il reste 20 minutes, ça peut faire trois thèmes, mais un thème d'actualité qui vous intéresse ou une réaction additionnelle sur les sujets qu'on a évoqués ce matin. Je vois Cyril et Nicolas qui sont très
qui ont beaucoup de choses à partager. Je ne sais pas si les autres, il y a d'autres sujets avec lesquels vous êtes venus en tête ce matin que justement on n'a pas abordé, ou est-ce que vous avez des attentes particulières? Sinon, après, rien n'empêche de nous arrêter à 45, hein. On n'est pas obligé de faire durer jusqu'à 10 heures absolument. C'est un temps informel et assez libre. Donc, alors, ah oui, c'est quelle discussion dans le chat. Pour mettre en œuvre, oui, on a cette question sur la mise en œuvre d'un match. Les obstacles sont-ils d'ordre technique, contractuel ou politique? Je pense que ça fait du coup référence à la discussion qu'on avait tout à l'heure sur l'exemple de l'ouverture de la politique transport public, qui est un exemple de ça, mais c'est pas le seul où, comme tu disais, Sigrid, on peut au moins se dire qu'il y a ces trois dimensions à prendre en compte, manifestement, qu'il y a des obstacles techniques, contractuels, et politiques et stratégiques des acteurs, effectivement. Les demandes des uns des autres peut être intéressante là-dessus, pas que sur la question du transport public. Souvent, j'ai l'impression que ces trois dimensions, en tout cas, se mêlent entre elles. Euh, Par exemple, si je prends un exemple un peu différent, pour les acteurs du covoiturage, certains des acteurs du covoiturage, il y a un an, quand on travaillait avec eux, étaient réticents au fait de créer un standard technique. Pas essentiellement pour des raisons techniques, même s'il y avait quelques arguments d'ordre technique sur la manière de le faire. Mais il y avait d'abord une raison de fond qu'il fallait traiter ensemble, collectivement, qui était là une question plus d'ordre stratégique, où il y a des opérateurs de covoiturage, par exemple, qui étaient réticents à l'idée que s'il y a un standard qui permet d'aller loin sur le masque, on pourrait peut-être leur demander trop d'accès à leur base de données, qui sont réticents à ouvrir. Parce que pour eux, c'est un actif essentiel, parce que pour eux, c'est important de maîtriser la relation avec l'utilisateur. Et du coup, leur posture, vous pouvez dire, nous, on ne veut pas avancer sur un plan technique de standardisation si on n'est pas rassuré sur la logique, on va dire, plus politique ou stratégique qu'il peut y avoir derrière. Et du coup, pour avancer, on s'est partagé des choses et on a acté des choses dans les orientations du standard qui rassurent et qui conviennent à l'ensemble des acteurs représentés, qui étaient aussi bien des opérateurs que des AOM, en termes de c'est quoi les objectifs qu'on se fixe avec ce standard technique. Et puis ensuite, une fois qu'on a réglé ça, ça a permis pour le coup d'aller assez vite, assez rapidement, en quelques mois, sur la partie technique, sur quelque chose qui a fait consensus et auquel tout le monde adhère. Pour moi, c'est un exemple de choses qui se croisent pas mal. Je ne sais pas si vous avez d'autres exemples d'ailleurs où les sujets, les problèmes, les obstacles techniques, contractuels, politiques peuvent un peu se interférer entre eux et se croiser. En tout cas, c'est un sujet sur lequel on sera amené à revenir dans un rapport et une consultation qui sont en cours, qu'on fait en partenariat avec l'AIT, qui porte sur une étude en fait de préfiguration et d'état des lieux du MAS 3 ans après la loi L'Homme. Et le but, on a actuellement des entretiens en cours avec une trentaine d'acteurs pour recueillir finalement la perception des uns des autres de où on en est finalement sur le sujet de masse, certains sujets qu'on évoquait tout à l'heure, l'ouverture, la construction d'un masse, les problèmes politiques, contractuels, techniques qui sont rencontrés, donc, quelles sont les ambitions des uns et des autres. Et à partir de ça, donc on prépare un rapport pour le mois de janvier qui rend compte de cet état des lieux des acteurs et aussi quels sont les sujets clés, s'il y en a, sur lesquels les uns les autres aimeraient qu'il y ait des avancées pour le coup et des obstacles qui soient levés. Et c'est un travail préparatoire à ce qui a été annoncé par Clément Beaune qui souhaite derrière éventuellement choisir en fait des thèmes avec l'écosystème, des thèmes de travail sur lesquels il y a des avancées concrètes qui sont attendues du point de vue politique et du point de vue engagement de l'État, ou en tout cas dans le rôle de l'État. Donc des choses qui relèvent de l'action de l'État versus ce qui est plutôt dans ce qui est géré par les AOM elles-mêmes qui n'ont pas besoin d'action additionnelle de l'État. Donc il y a un travail là-dessus et qui peut-être répondra davantage aussi reviendra sur la question des obstacles techniques, contractuels et politiques qui sont identifiés en tout cas par les uns et les autres gens. Et du coup, deuxième question, je vois de Laurent sur la position de restreindre le billet unique sur les longues distances. Alors ça, c'est peut-être que Sigrid, d'ailleurs, tu voudras apporter des précisions. Je ne sais pas si c'est la notion de billet unique en tant que tel dans la discussion européenne. C'est que
En fait, ils veulent réviser donc la directive IPS sur le partage des données pour aller plus loin. Et en fait, dans un premier temps, du coup, ça concernait tous les modes de transport public au sens large et de mobilité. Donc, aussi bien effectivement la longue distance, le train en longue distance et même international en Europe, que justement les mobilités du quotidien. Et tout ça, c'était dans le même package de discussion, réflexion, éventuellement cadre réglementaire imposé européen. Et du coup, ça ne concerne pas forcément qu'une notion de billet unique. Ça concerne des accès justement d'accès aux données, de relations entre acteurs dans la distribution. Donc c'est plus large que la notion de billet unique, je pense. Euh, et là, le questionnement qu'ils ont, questionnement collectif qu'il y a, c'est finalement, est-ce qu'il ne faut pas. Il y a des avancées particulières sur la longue distance, le fait qu'ils sont attendus et nécessaires et peut-être assez matures, y compris avec les acteurs par exemple, du ferroviaire, qui ont quand même pas mal travaillé ces sujets, et ça représente aussi des volumes d'activité importants, enfin, et des problématiques très concrètes qui ne se posent pas du tout de la même façon que sur le mobilité du quotidien. Par exemple, un des sujets qui est posé par la Commission, c'est plutôt c'est le sujet de la continuité pour un usager qui prend, par exemple, vous allez en Italie, vous prenez un train de la SNCF qui va jusqu'à Milan depuis Paris. Puis à Milan, vous changez de train pour un train italien, Train Italia ou une autre compagnie. Et qu'est-ce qui se passe quand votre train est en retard et comment on gère ça, sachant que c'est deux compagnies différentes et comment gérer cet aspect-là de l'intermodalité qui est vraiment propre à longue distance, qui est quand même un tout petit peu différent de la mobilité du quotidien. La question ne se pose pas dans les mêmes termes tout de même. Et l'impact justement réglementaire, les décisions à prendre en la matière, les obligations à afficher aux opérateurs, par exemple, pas de même nature sur un sujet comme celui-ci. Et j'imagine que c'est l'une des choses qui motive le fait de distinguer le sujet longue distance. Mais c'est difficile parfois d'expliquer c'est quoi la longue distance. Aujourd'hui, je pense que les frontières sont un petit peu plus floues. Versus la courte distance où les questions qui se posent, qui sont mises en avant, ce n'est pas exactement les mêmes. Je ne sais pas si Sigrid, tu veux réagir sur ce sujet-là d'ailleurs. Parce que, Non, mais tu as bien résumé, Gislain. Effectivement, l'histoire du billet unique, la focale sur le billet unique, c'est vraiment un truc, c'est Clément Beaune qui adore ça parce qu'il trouve qu'en Allemagne, ça a bien marché. Quand bien même en Allemagne, le truc à 9 euros, c'était juste un QR code qui ne permettait pas de validation. Enfin, c'était un truc vraiment très, très sommaire. Hein. Donc ça, c'est vraiment pour le cadre français et les initiatives de début 2023. Sinon, pour comment dire, le futur règlement européen MDMS, c'est plus, ce qu'il y a derrière, c'est plus comme la LOM, hein, c'est-à-dire l'obligation à des vendeurs de titres d'ouvrir leur système numérique de vente à des tiers. Donc, on est bien là-dessus. C'est pas du tout. Enfin, peut-être que le billet unique, il y aura des réglementations qui arriveront par la suite, mais plutôt des normes, des standards. Mais en tout cas, là, pour l'instant, on est vraiment sur le même périmètre que la LOM, l'ouverture des canaux de vente. Alors, moi, ce que j'ai du mal à percevoir, mais on n'est pas dans la longue distance, hein, c'est la question de l'émergence des RER métropolitains. Parce qu'en fait, on a quelque chose qui est à la fois qui est local, de fait, mais c'est en quelque sorte, peut-être que je m'égare hein, dans la définition, mais une marque de fabrique nationale. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une réflexion à ce sujet-là ? Alors, les RER métropolitains, c'est quelque chose. Déjà, on a eu l'annonce il y a 2 jours, comme si ça sortait du chapeau du président. En réalité, c'est depuis la LOM, hein, enfin, vous savez Nicolas, mais c'est la LOM qui a mis ça au menu. Et ça a avancé, il y a pas mal de métropoles qui ont déjà avancé sur le sujet, sachant que les budgets qui étaient dégagés au niveau national, c'était pour des études seulement. Donc il y a déjà des métropoles qui ont beaucoup avancé pour mettre en œuvre ce système. À infrastructure existante, on peut faire des choses, mais c'est sûr, ça demande quand même beaucoup de travaux pour pouvoir passer des étoiles ferroviaires à véritablement un modèle RER avec des circulations traversantes hein, de la gare centrale. Et puis ensuite, en tout cas, pour moi, le cadre, il est bien régional, métropolitain, on va dire, en termes d'autorité organisatrice. Par contre, le financement, oui, il va nécessairement y avoir des financements nationaux. C'est bien pour ça qu'aujourd'hui, les projets, ils sont quand même un peu bloqués parce qu'il n'y a pas de financement nationaux. Donc, on verra si les annonces de Macron se traduisent ensuite par
par des actes. Mais il faut se rappeler quand même que pour le projet de loi de finances, il y avait des députés qui avaient proposé 3 milliards pour le ferroviaire, pour le réseau ferroviaire, et que ça a été retiré. Donc voilà, je ne sais pas trop ce que ça va donner, mais en tout cas, pour moi, c'est des choses qui seront vraiment dans un périmètre, oui, dans un périmètre quand même, l'autorité là-haut métropolitaine, un petit peu sur le modèle de la Société du Grand Paris, je ne sais pas trop, pas très clair. Ça va illustrer une nouvelle fois effectivement l'articulation entre les compétences des AOM et le rôle de l'État, qui en l'occurrence là plutôt sur l'infrastructure, l'investissement, mais du coup avec quand même des liens très forts entre les deux. Et d'ailleurs, on le voit dans le contexte parisien, puisque finalement, dans le sujet actuel en Ile-de-France et du financement, il y a une interaction quand même assez forte entre des choix nationaux de développement du Grand Paris et l'impact que ça peut avoir ensuite sur la web, au-delà des choix de la web elle-même, bien sûr, hein, la politique, c'est son propre choix de financement. Mais je me souviens de ce rapport de la Cour des comptes de 2020, justement, sur la situation en Ile-de-France. Il faisait le lien spécifique entre il y a un des projets nationaux de Grand Paris qui ensuite ont un impact sur l'équilibre, en positif ou en négatif d'ailleurs, mais d'une AOM dans la suite. Vraiment qu'il y aura le même sujet si on est sur des RER métropolitains. Il y a d'un côté des décisions d'investissement de l'État qui vont être mises en œuvre, et ça change radicalement, évidemment, par définition, le réseau. Décidément, je fais que des bêtises. Attention, les boules. Et ça change radicalement l'offre de transport du territoire, mais aussi la structure de coût de cette offre de transport, puisque du coup, on se retrouve peut-être avec beaucoup plus de chauffeurs, de train, de RER, et du coup, l'équilibre il change. Et pour que le projet soit seulement partagé et aussi anticipé, du coup, ça va y compter sur des questions financières de long terme, sur 15 ans, 20 ans. Très bien. Je ne sais pas si c'est un dernier sujet que l'une ou l'autre d'entre vous souhaiterait aborder. Si on est bientôt à 10 heures, donc peut-être qu'on va se libérer les uns les autres. Peut-être en rappelant aussi un peu les prochains rendez-vous qui sont proposés. Il y a un rendez-vous sur la bioéthique plus spécifiquement avec des partages d'expériences, notamment de la région Grand Est, mais pas uniquement, dans les prochains jours. Peut-être que Yann, tu pourras en dire quelques mots. Là, j'ai dit quelque chose sur le hackathon, donc ça, on verra des communications la semaine prochaine sur le sujet. N'hésitez pas à soit signaler à Mélanie Dessier côté AIT, soit vous signaler à nous, puisqu'on est aussi impliqué dans l'organisation de cet événement. Si vous avez des suggestions, vous souhaitez participer, n'hésitez pas à le dire. Yann, si tu veux dire quelques mots de l'événement à venir un matin aussi sur les problématiques de bioéthique et de masse. Oui, bah c'est justement dans la continuité d'autres webinaires qu'on a pu organiser sur ce mode demandez-nous n'importe quoi. Le sujet de notre prochaine rencontre sera donc dédié à la bioéthique dans le MAS, avec en effet avec en grand témoin la région Grand Est qui ouvrira, en fait, qui présentera, qui fera une brève introduction pour introduire nos échanges. C'est le 12 décembre de 9h à 10h. Donc je vous reglisse le lien d'inscription dans le fil de discussion. Donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre. Ce sera également l'occasion de poursuivre ces échanges sur ce sujet et de préparer du coup encore une fois le hackathon qui viendra en février et qui aura vocation à rendre un peu plus opérationnel ces discussions. Voilà. Merci Yann. Est-ce qu'il y a des réactions, questions pour terminer? Oui. Alors moi, il y a un sujet sur lequel je suis preneur qui peut faire l'objet d'échanges assez intéressants, c'est la capitalisation de la donnée au sein des AO, au service du MAS, et dans le cadre d'un MAS public. Voilà. Comment, très concrètement, les AO doivent s'organiser pour bancariser, pour organiser leurs données, pour délivrer la donnée la plus propre, la plus opérationnelle possible. Et là, il y a des choses à dire.
Stéphane, tu aimerais d'ailleurs avancer sur un sujet comme celui-ci, c'est s'organiser un échange entre acteurs intéressés par ce thème-là, notamment acteurs publics. C'est plutôt des choses plus concrètes, plus opérationnelles d'ores et déjà. Tu as des idées en la matière? Oui, plus concrète. Plus concrète, parce que la majorité des AO aujourd'hui, qu'est-ce qu'elles ont? Elles ont des ressources, soit qui sont contenues au sein d'un SIG ou éparpillées sous forme de données Excel. Et il y a une nécessité de structuration de cette donnée, de bancarisation de cette donnée, à usage interne au sein de l'AO, mais à des diffusions, enfin des usages externes multiples, c'est-à-dire pour alimenter une plateforme open data, voilà, pour alimenter un MAS, pour permettre l'écosystème numérique de s'emparer de ces données qui sont ouvertes par les collectivités. Il y a beaucoup de choses. Il y a la réflexion aussi sur la question du standard, sur les systèmes qui sont en amont, mais la réflexion très concrète sur voilà, comment on peut les héberger au sein d'une AO, ça pourrait être un débat, je pense, important. On en prend note. Peut-être que ça concernera des acteurs qui vont s'organiser ça cette année. Mais en tout cas. Acteurs et puis AO aussi. Hein. Ouais. Tout à fait. Mais écoute, je propose peut-être de terminer sur cette idée lancée par Nicolas. Moi, j'ai rien à ajouter, sauf si quelqu'un veut prendre un mot de la fin. Mais sinon, je vous propose qu'on termine la session d'aujourd'hui. En vous remerciant évidemment pour les échanges, les questions et les partages d'expériences que vous avez pu avoir. Et puis en espérant avoir des occasions d'échanger encore prochainement et de travailler sur certains des sujets qui ont été évoqués aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée à toutes et tous. Bonne journée. Merci, bonne journée. Au revoir. Au revoir. Bonne journée à tous. Au revoir. Merci beaucoup. Ah, Ghislain, attends, faut que je te parle d'un truc. Ouais, tu Enfin, veux et tout rester, ce qui- Attends, j'éteins l'enregistrement. Ouais.